Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire mystique sur WhatsApp et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours 6 histoires à 12h00 sur la chaîne DMG TV YouTube. Et aussi on poste une histoire exclusive tous les jours à 15h00 sur la chaîne DMG TV Histoire mystique exclusive. Et nous postons aussi sur la chaîne Backup, DMG TV Backup. C'est juste une chaîne de sécurité au cas où on perd celle-ci. Nous avons aussi entrepris de produire des courts-métrages avec certaines histoires qui nous ont inspirés. Et la chaîne c'est DMG Productions sur YouTube toujours. Donc allez aussi suivre la page là. On poste tous les lundis à 17h00. Aussi, si vous avez écouté une histoire qui vous a beaucoup marqué, vous souhaiterez que nous réalisons cette histoire là en court-métrage, mentionnez l'histoire en commentaire et décrivez un peu l'histoire. Comme ça, on va aussi essayer de voir comment on produit cette histoire. Merci beaucoup. Donc, laissez un like, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Nous avons toute une équipe sur pied et nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir poster tous les jours ces histoires qui nous enseignent tellement. Donc, laissez un like s'il vous plaît, partagez, commentez. On va écouter la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous les abonnés. J'espère que tout le monde se porte bien. Likons, partageons, commentons pour donner la force au DMG, à la chaîne aussi. Un bonsoir très spécial à la maman de la Turquie, qui est une très très bonne narratrice. C'est toujours un plaisir de l'écouter. S'il vous plaît DMG, ne passez plus un épisode sans donner au moins une histoire de cette dame, parce qu'elle raconte très très bien les histoires. La maman qui raconte souvent les histoires de ses amis en Haïti, en Nairobi, au Zimbabwe et tout. Un bonsoir très spécial à cette maman. Bon, aujourd'hui je viens raconter l'histoire en fait d'une jeune fille. Son histoire m'a été contée par ta cousine. Donc, je vais un peu genre m'approprier l'histoire pour que ça soit un peu facile à comprendre. C'est donc comme ça que sa cousine raconte que elle vivait avec sa maman. Sa maman était du genre, elle lui faisait faire le commerce ambulant. Genre un peu comme elle faisait les boulettes de viande dans un seau avec les œufs et puis elle lui donnait du pain. Elle disait que tant que tu ne finis pas de vendre, tu ne rentres pas dans ma maison et tout, tu dois finir de vendre tout ça. Dès que ça finit, tu reviens ici à la maison. Donc comme ça que la fille rentre souvent tard. Vers les 19, 20, tant qu'elle ne finissait pas en fait de vendre les boulettes, là, elle ne rentrait pas. Donc comme ça qu'un jour, elle croise un monsieur en route. Le monsieur lui demande que tu vends les pains, le pain avec les boulettes à combien? Elle donne les prix. Après le monsieur dit que bon, je veux en fait que je vais acheter le tout. Tu peux laisser chez moi. Il était déjà quand même, ça faisait déjà nuit quoi. C'est donc comme ça qu'elle entre dans la voiture avec le monsieur. Ils roulent. Ils partent, ils arrivent dans la maison du monsieur. Le monsieur propose donc que bon, je peux pas te laisser rentrer à cette heure-ci. Il se fait tard. Quelque chose peut t'arriver en route. Le mieux serait que tu dormes et puis le matin tu te lèves, tu rentres. Elle dit d'accord tonton, j'ai compris. C'était peut-être une fille 18 ans. Oui. D'accord tonton, j'ai compris. Le monsieur lui a donné une chaise au salon. Pas une chaise. En fait, ça lui a montré le canapé sur lequel elle devait se coucher. Que couche-toi, le matin, tu vas rentrer. Et donc, le canapé sur lequel elle s'est couchée, en face, au mur, il y avait un tableau d'une femme enceinte qui ne faisait que la regarder. Elle dit en fait qu'elle se sentait mal à l'aise. Genre, elle n'avait pas dormi parce qu'elle avait l'impression que on l'a fixé en fait, que le tableau la fixait, que le tableau en fait la regardait quoi. Et donc comme ça qu'elle se lève, elle part, elle essaye de recouvrir la chambre du monsieur. Elle entre dans le couloir. Quand elle entre dans le couloir comme ça, elle voit une porte à moitié ouverte. Elle se dit que c'est la chambre du monsieur. Elle entre dans la chambre. Le monsieur demande que qui est là. Elle dit que c'est moi. Tu veux quoi? Elle dit que
je voudrais en fait vous dire que le tableau qui est au salon là, ça me gêne, ça m'empêche de dormir, je ne me sens pas à l'aise. Et je dis que, attends, j'arrive. C'est donc comme ça que il sort des toilettes en serviette. Il lui dit que bon, il n'y a pas de problème, je vais enlever le tableau. Le monsieur est venu au salon, il a enlevé le tableau. Quand il enlève le tableau comme ça, quand il se retourne, elle veut ouvrir le congélateur. Après, le monsieur lui dit que arrête-toi, n'ouvre pas le congélateur. Voici l'eau. Un peu genre comme si le monsieur savait que elle voulait de l'eau à boire. C'est donc comme ça que elle prépare se coucher. Le monsieur, lui aussi, il est parti dans sa chambre, continuer à se doucher. Elle dit que elle était couchée, mais elle avait envie d'aller ouvrir le congélateur. Son cœur me faisait que je dis qu'il va ouvrir le congélateur, parce que le congélateur était au salon. On va ouvrir le congélateur. Comme ça qu'elle se lève. Elle part ouvrir le congélateur. Qu'est-ce qu'elle voit dans le congélateur? Les têtes des gens, les parties du corps des gens, les seins des gens, les escrocs. Donc en fait, les parties humaines des gens. Elle dit que quand elle est quittée de là pour aller se coucher, la position qu'elle a prise sur le canapé là, c'est la position là qu'elle a prise au matin. Après le matin, le monsieur lui dit que bon, lève-toi, il est temps que je te raccompagne chez toi. Il a fini de vider son seau. Et puis, avec elle est rentrée. Son seau. Non. Il a fini de vider son seau et puis le pain, machin truc, il a laissé quelque part là en route, pas très loin du lieu où il avait pris ou quoi. C'est donc comme ça que elle arrive à la maison. Entre-temps, son père avait dit bavarder sur sa mère que oh, je ne veux plus que tu envoies mon enfant vendre. Voilà, à midi, l'enfant n'est pas toujours là. Oh, machin truc. Parce qu'entre-temps, elle dit que oh, elle était d'abord partie s'asseoir quelque part, que si elle arrive à la maison, finit avec sa race, elle ne sait pas ce qu'elle va dire. C'est donc comme ça qu'elle arrive à la maison aux alentours de midi. Elle arrive alors à la maison. On lui demande que il y a quoi? Depuis hier que tu es sorti ici, là, tu étais où? Tu es parti faire quoi? C'est donc comme ça qu'elle s'assoit, elle raconte l'histoire à son père parce que elle ne pouvait pas raconter à la mère allait finir avec elle. Elle raconte l'histoire à son père. Entre-temps, sa mère était encore en train de préparer le recommande pour qu'elle sorte. Quand elle est encore en train de préparer le recommande, elle voit un monsieur qui arrive pour lui demander que la mère, vous vendez des boulettes à combien? C'est donc là où la fille sort, elle dit à son père que papa, voilà en fait le monsieur chez qui j'ai passé la nuit hier. Entre-temps, le monsieur ne connaissait pas sa maison vu qu'il l'avait laissé en route, pas très loin de où il avait pris l'avant-nuit en fait. Donc, c'est comme ça que elle dit à son père en chuchotant quoi. C'est donc comme ça que la mère suit. La mère c'est le monsieur vu qu'il avait passé sa commande. Et il appelle la fille que genre il veut lui dire quelque chose. C'est donc comme ça qu'il lui dit que ce que tu as fait hier là, ne fais plus jamais ça. Quelque temps après, donc la fille se rend compte que elle est enceinte. Ils partent à l'hôpital. À l'hôpital, on ne voit rien. On ne voit pas l'enfant. On ne voit. Donc, en fait, l'échographie ne montrait pas que la fille était enceinte. Mais le ventre ne faisait que pousser. C'est quand on peut faire l'échographie au bout de 7 à 8 mois qu'on voit l'enfant. Quand elle est donc partie accoucher, donc, le jour qu'elle accouche,
Quand son père à elle vient pour porter l'enfant, l'enfant meurt. L'enfant meurt. Après, le monsieur chez qui elle avait passé la nuit là est aussi venu la voir à l'hôpital. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est comment il connaissait les lieux où la fille se trouvait. Elle est venue la voir à l'hôpital pour lui dire que tu as eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que autre chose devait t'arriver, mais tu as envie et l'enfant est mort. Sache que tu as eu beaucoup de chance. Là, en l'autre cas, elle devait voir pire que ce qu'elle a vécu. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. La deuxième histoire de la journée, auditeur de DMG. Bonjour. Je vous conte la petite histoire. Ça va être une histoire un peu courte, une histoire qui m'a été racontée par mon arrière-grand-mère que j'ai bien connue. J'ai vécu avec elle. Ce qui se passe, c'est que chez nous, au village, quand je dis souvent village, pour moi, c'est mon village. Mais aujourd'hui, c'est une ville, c'est une grande ville aujourd'hui. À l'époque, nous, on travaillait encore les champs. Donc, ces endroits où on travaillait les champs aujourd'hui, c'est des quartiers, il y a plein de maisons, plein d'habitations et tout. Donc, ma grand-mère, on faisait les champs, mon arrière-grand-mère, bref, elle me raconte que il y avait à une période deux dames qui étaient amies, qui travaillaient les champs. Mais on avait à cette période-là des ravages faits, les ravages étaient faits par des animaux sur les cultures, mais on ne savait pas d'où ça venait. C'était horrible. Les femmes ne récoltaient pratiquement rien. Alors, l'une des dames, les deux amies, je vais dire Maman Anna et Maman Joséphine. Donc, Maman Anna décide de voyager. Elle a eu un problème dans sa famille, dans son village natal. Elle décide d'aller dans son village. Et au moment d'aller dans son village, elle vient voir Maman Joséphine. Elle dit à Maman Joséphine, écoute, tu es ma meilleure amie dans ce village. Je ne peux pas voyager. J'ai un panier chez moi. Je ne peux pas voyager sans le confier à quelqu'un. Comme quelqu'un qui a, on va dire, tu as un chien ou tu as un chat, tu ne peux pas voyager et laisser le chien ou le chat enfermé dans la maison. Tu vas t'arranger à le confier à quelqu'un qui va s'en occuper. Elle lui dit, j'ai donc ce panier. Mon panier, ce que tu fais, c'est que le soir, quand tu rentres du champ, quand tu quittes le champ, tu le déposes au bord des champs. Et le matin, quand tu reviens, tu le prends, tu le mets dans ton panier, tu vas au champ, tu travailles. Quand tu reviens du champ, tu le reposes quelque part d'autre ailleurs. Donc, le panier ne dormait pas à la maison, il fallait l'amener, le ramener, l'amener, le ramener. Et elle s'en va. Sa copine lui dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, tu peux me confier ton panier, je vais m'en occuper. Mais ce qui se passe, c'est que Maman Joséphine, elle ne savait pas ce qu'il y avait dans le panier. On lui a dit de poser aux abords des champs. Quand elle revient des champs le soir et de le prendre le matin quand elle s'en va au champ. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'en allant au champ, comme elle passait devant le champ de sa copine, quand elle revenait du champ, elle prend le panier, elle pose à côté du champ de sa copine. Elle s'en va. Elle revient, elle reprend le panier. Ainsi de suite. Elle a fait ça pendant la semaine où sa copine était absente. Quand sa copine revient de son voyage, elle vient récupérer son panier. Quand elle récupère son panier, le lendemain matin, elle va au champ. Quand elle va au champ, elle arrive dans ses champs. Pas un seul, dans ses champs. Elle s'est mise à pleurer. Toutes ces cultures ont été bouffées par les hérissons.
Les hérissons, je pense que ça doit être ça en français, parce qu'en bétier, on appelle mvep. Je pense que c'est le hérisson qui bouffe le manioc, qui bouffe les cultures, qui bouffe tout. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle arrive, elle va se plaindre chez le chef. Quand elle va se plaindre chez le chef, elle va se plaindre de sa copine. On lui demande, mais tu te plains de ta copine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, je lui ai confié un panier qu'elle devait déposer aux abords des champs, mais elle a pris ce panier, elle l'a déposé aux abords de mes champs à chaque fois. Et aujourd'hui, toutes mes cultures ont été dévastées par les rongeurs. C'est là qu'on se rend compte que dans ce panier, c'est elle qui avait les rongeurs qui dévastaient les cultures des autres femmes. Elle avait un panier où il y avait les hérissons, les mvep, et elle déposait ça aux abords des champs et ça ravageait les cultures des autres femmes. Et sa copine lui a dit, moi je ne savais pas ce qu'il y avait dans le panier, tu m'as dit de poser aux abords des champs, j'ai posé aux abords de ton champ. Tu ne m'as pas dit de ne pas poser aux abords de ton champ, tu m'as dit de poser aux abords des champs. Donc, sur les abords, les abords des champs, j'ai choisi tes champs à toi. Donc, je pense que le karma l'a rattrapé, comme on dit. Et voilà la petite histoire. Il faut savoir que quand on fait les cultures ou tous ces trucs, ces rongeurs-là, ces machins, il y a des gens qui sont malveillants, qui les ont dans les maisons pour nuire aux autres personnes. Donc, elle avait les nuisibles et elle voulait que ces nuisibles s'en prennent aux autres, mais pas à elle. Voilà la petite histoire. Likons, partageons et on se dit à bientôt. Bonne journée à vous, auditeurs de DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir à toute la communauté DMG. Je reviens avec une autre histoire. C'est Anonyme qui revient. C'est une histoire vraie qui s'est passée en 2023. Et cette histoire m'a été racontée il y a de cela 2 semaines maximum par l'une de mes mamans. Bon, j'espère que, parce qu'elle-même est sur DMG, j'espère que elle n'a pas pris ça de DMG. En fait, j'ai le goût pour raconter l'histoire. Ça, c'est dans sa zone à elle où elle vit. C'est l'histoire d'une maman qui a fait 2 enfants. On va nommer cette maman Suzanne. Elle a fait 2 enfants, donc Karine et Edwige. Karine, elle est l'aînée. Edwige, c'est la cadette. Maintenant, les enfants grandissent. Maman Suzanne se bat, comme nous connaissons bien nos mamans africaines là. Elle se bat à vraiment elle veille en veillant sur l'éducation de ses enfants, les études et tout. Et par la force de la nature, Karine a eu son bac. Elle a continué ses études à l'université. Elle a fini et elle a eu son emploi dans un grand hôpital de la capitale économique du pays où je vis. Quand elle a eu son emploi, elle s'est mise en relation avec un monsieur, appelons ce monsieur John. Elle s'est mise en relation avec monsieur John. Voilà, le temps passe, elle commence sa relation, tout marche bien. Elle va en location pour vivre avec monsieur John. Entre-temps, maman Suzanne est là. Elle vit avec sa cadette, donc avec Edwige. Et le temps passe. Karine ne donne plus de nouvelles à sa mère. Elle ne parle plus à sa mère. Quand même un membre de la famille échange avec elle, dès qu'elle prononce le nom de maman Suzanne, pape, Karine raccroche. Quand tu veux insister, tu vas lui rendre visite. Elle te dit, pardon, qui? La femme là, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Elle n'est rien pour moi, elle ne représente rien pour moi. Maman Suzanne, elle a négligé l'affaire.
Elle a dit que non, bon, ça va lui passer. C'est sûr que avec le cours de la vie. Et puis c'était une maman qui compliquait pas, qui n'exigeait rien. Tout ce qu'elle demandait, c'était avoir sa fille. Elle n'était pas là pour dire que non, comme tu travailles maintenant, c'est toi qui vas... Non, 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 non. Une maman très simple. Elle est restée. Elle a négligé l'affaire. Les années passent. 1 an, 2 ans. Ça s'empire seulement. Et quand elle essaie même d'appeler sa fille, c'est les problèmes. Sa fille l'insulte, elle, non, non, non. Elle était devenue du n'importe quoi devant sa fille. Elle est restée. Elle a posé le problème à l'une de ses amies dans l'une de ses réunions qu'elle fait. Elle parle à son amie. Son amie lui dit que, l'affaire c'est que tu es en train de négliger là. Il ne faut pas négliger. Oh. On ne néglige pas. Hein? Est-ce que tu as un peu marché pour voir où se trouve l'enfant? Maman Suzanne dit que tu sais que ma copine, tu sais que moi les affaires là, je ne suis pas moi dedans. Hein. Donc vraiment, elle dit ok, comme tu n'es pas dedans, il n'y a pas de problème. Il faut donc marcher comme tu connais. Maman Suzanne est allée à l'église. Elle a posé le problème au pasteur. Le pasteur lui dit seulement que non, il faut prier, ça va aller. Elle a prié, elle a invoqué. Les années ne font que passer. Elle a invoqué, elle a fait ceci. La situation s'empirait seulement. Ça allait de mal en pire. Étant donc fatiguée de ne pas pouvoir voir sa fille, elle avec son cœur de mère, elle allait revoir son amie de la réunion pour lui dire que la situation c'est en train de me dépasser. Parce que maintenant ma fille, je suis devenue pire qu'une hyène. Genre je pue du genre, elle ne veut même pas me sentir à ses 450 km. Je sais pas, même pas téléphone. Son ami lui dit que je t'ai dit que viens on marche. Si tu es d'accord, moi je connais une femme là. Si tu veux, on va là-bas, on va la voir. D'accord. Elles ont pris rendez-vous avec... elle a pris rendez-vous avec ma Suzanne. Et elle est partie. Le jour du rendez-vous, elle arrive chez la dame. La dame fait la consultation. Et la dame lui dit que... Oh, maman. L'affaire, c'est que toi, tu es en train de négliger. Viens voir. La belle-mère de ta fille est seulement assise sur sa tête. Donc, où elle dit va, elle va seulement. Comme on dit souvent. Où on dit va, moi je vais seulement. Où elle dit va, ta fille là va seulement. Ce qu'elle dit fait, elle fait. Donc elle est là, ta fille, elle est comme, elle est téléguidée, elle est comme, comment ça, une marionnette, voilà. Elle est téléguidée. Donc, et l'objectif n'est pas encore atteint. Si tu dors là, d'ici peut-être 6 mois là, on va pas te dire. C'est le corps de l'enfant là que tu iras prendre là-bas. Sa mère, c'est une grande sorcière, une mauvaise sorcière. La maman Suzanne de dire à la dame que, à la guérisseuse en fait, que, waouh, moi je veux bien. Et elle lui a dit, la condition pour contre ta fille, c'est de faire venir ta fille ici. Maman Suzanne de lui dit que moi je veux bien que ma fille vienne ici. Mais ma fille ne veut même pas m'écouter, elle ne veut même pas me voir, elle ne veut même pas me sentir. Je vais commencer par... La guérisseuse de lui dit que ta fille a un retard. Donc, essaie de trouver une astuce pour qu'elle vienne. Elle a eu l'info, elle est arrivée dans l'hôpital où sa fille travaillait pour prendre rendez-vous avec sa fille. Les heures ne correspondaient pas, comme tu le sais, c'est car les heures ne se correspondaient pas. Elle s'est donc adressée à la collègue de sa fille. La collègue de sa fille lui a dit, ok, moi je vais lui parler. Elle a essayé, c'était toujours le même scénario. Un matin, donc, ma Suzanne prend son courage, elle prend un téléphone quelconque, elle appelle sa fille. Elle lui dit que moi, je sais que je suis mauvaise mère. Je sais que je sens, je sais que je t'ai même déjà tué, je t'ai enterré, je sais que je suis méchante. Mais pardon, je viens seulement te dire que je suis allée, j'ai marché. Et on est en train de me dire, par 3 endroits, et on est en train de me dire que la situation là, comme tu es enceinte là, si tu ne te fais pas traiter, tu vas mourir avec l'enfant. Donc pardon, si tu peux, je ne veux même pas être là. Voilà le numéro de la dame. Elle lui a envoyé le numéro. Quand tu peux, essaie de l'appeler et tu vas là-bas pour entendre de tes oreilles et voir de tes yeux. Voilà la stratégie que ma Suzanne avait utilisée. Sa fille donc, par peur, c'était sa première grossesse, par peur de perdre son enfant et de perdre la vie, elle est allée
elle a contacté la guérisseuse, elle a allé la voir. Et la guérisseuse lui a donné le traitement à suivre. Sans lui dire, parce que maman Suzanne avait appelé aussi la guérisseuse pour dire que là, voilà, je lui ai donné le numéro, voilà l'astuce que j'ai trouvée. Elle lui a donc donné le traitement, sans lui dire que voilà, ta belle-mère, si, ça. Quand elle a fini de lui donner le traitement et que la fille a pris le traitement, elle a appelé ma Suzanne pour lui dire que maman, reste tranquille, tu vas voir de tes propres yeux. Ma Suzanne reste tranquille à la maison avec sa cadette. Entre temps, donc, la collègue de ma Suzanne, de la collègue de Karine, appelle ma Suzanne pour lui dire que maman, je voulais pas te dire depuis, mais ta fille ici, là, elle est dans les problèmes. Si elle s'amuse, on va même la renvoyer. Parce que sa belle famille, son beau-père et sa belle-mère ont déjà mis sur Karine des dettes de plus de, ou c'était combien de millions? Elle a des dettes de millions qu'elle doit à l'hôpital. Parce que un peu, quand ses beaux-parents sont malades, ils viennent seulement se coucher à l'hôpital et dire que c'est Karine qui gère la facture. Donc Karine est hyper endettée. Si tu ne sors pas ta fille de cette situation, d'ici peut-être un mois, on va la chasser du travail et elle va aller en prison pour pouvoir payer les dettes. Voilà, donc le temps passe, le traitement commence par agir. Le traitement agit, ça commence d'abord qu'elle commence par avoir les problèmes avec sa belle-mère. Et puis à un moment donné, elle déménage parce qu'apparemment elle vivait déjà dans un emplacement avec sa belle-mère et tout ce qui va avec. Elle déménage, elle va ailleurs, elle change de local. Elle n'informe même pas son mari, elle change de local avec sa grossesse, elle va loin ailleurs. Quand elle change de local, son mari la suit là-bas. Il part s'installer dans son local à elle. Genre, c'est ma femme, on doit vivre ensemble. Après, au moment donné, elle était déjà fatiguée, exaspérée de tout ça. Elle a quitté la location, elle est rentrée dans la construction de sa mère. Et elle a dit que je vais encore voir comment vous allez venir. Elle a dit à son mari que je vais voir comment tu vas venir vivre dans la maison de ma mère avec moi. Moi, je ne veux plus rien de vous, je ne veux plus rien entendre. Ma Suzanne était vraiment étonnée. Elle dit, l'affaire, c'est qu'on dit, on parle souvent aux autres. Ce qui arrive souvent aux autres, là, ça commence déjà pas m'arriver. Donc, vrai, la femme s'était sur la tête de ma fille comme ça. Donc, vrai, je devais perdre l'enfant comme ça. Parce que j'ai dormi. Et j'ai dormi pendant longtemps. Alors que l'affaire, si je m'étais levée, dès le premier instant que j'avais fait la remarque, on ne serait pas suivi. Son mari ne l'avait pas suivi. Et elle a bloqué et sa belle famille et son mari et tout. Donc maintenant, elle est dans son espace à elle, avec sa famille. Et à présent, tout va pour le mieux. Elle n'a pas été cherchée au travail. Elle a repris conscience d'elle-même. Et jusqu'à dire à sa mère que est-ce que tu sais que je ne sais même plus là où j'étais. Moi, je savais même, c'était trop compliqué, vraiment. Elle a demandé les excuses à sa mère parce que sa mère lui a dit ce qui s'était passé. Elle n'était même pas consciente de ça. Donc moi, je me sers de cette histoire pour alerter nous, les parents, pour alerter également les enfants, pour alerter la communauté africaine. Parce que moi, j'ai demandé un jour à ma mère que comment se fait-il que à l'époque de nos ancêtres, on vivait, les portes étaient ouvertes, les mamans allaient au champ, elles confiaient les enfants à une grand-mère parfois qui parlait, qui ne marchait même plus. Les portes étaient ouvertes dans nos concessions là. Jamais personne ne traversait pour venir voler l'enfant de quelqu'un, pour venir faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Ça se passait comment? De nos jours, on a la technologie, on a les téléphones, mais on est barricadé, on a peur de confier nos enfants à nos propres parents. Parce qu'on ne sait même plus qui est qui. Si tu es même marié, tu veux confier ton enfant, tu es une femme, tu veux confier ton enfant à ta mère, c'est ton mari qui va te dire que non, ta mère là, machin, tout. Tu veux confier, toi la femme, quand ton mari veut confier l'enfant à sa mère, donc à ta belle-mère, ou bien à ton autre mère, c'est toi qui vas dire que non, machin, tout. On est devenu, mais ça va dans tous les sens. Moi, j'attire encore l'attention que l'histoire de la Bible des 10 jeunes filles là, dont 5 avaient l'huile pour recharger leur lampe et d'autres n'en avaient pas, disant que non, on va arriver. Qu'il faut rester éveillé à la fin, c'est qu'il faut rester éveillé. Avant, étant plus jeune, l'éveil là, c'était que non, tu avais les yeux ouverts. Non, c'est l'éveil spirituel.
J'attire l'attention à chacun, moi y compris, d'être éveillé spirituellement. J'ai invoqué les ancêtres lors de ma première histoire. Je continue par les invoquer. J'ai invoqué mes ancêtres sorciers et sorcières. J'invoque encore mes ancêtres magiciens et magiciens. Parce que ce sont des gens qui ont maîtrisé. Enlevons ce qu'on nous raconte qu'ils étaient sorciers, ils étaient de mauvais sorciers. Apprenons de nos histoires, apprenons de nous. La sorcellerie n'est pas une mauvaise chose. C'est l'usage de la sorcellerie. Et quand je fais l'analyse des choses, à l'époque de nos ancêtres, chacun, c'est comme aujourd'hui là, dans nos familles africaines, on a toujours des sorciers, mais on a des mauvais sorciers. Très peu sont bons, parce que les bons sorciers se sont tournés vers la culture des autres et ont oublié leur culture. À chacun de s'éveiller. Ma Suzanne devait perdre son enfant parce qu'elle n'était pas éveillée. Mais quand elle s'est réveillée, elle a trouvé solution à son problème. Et aujourd'hui, l'enfant vit. Elle a des petits-enfants. Voire même, elle a refait un mariage. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, DMG, moi là, j'écoute tes histoires. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie. Mais ces histoires éveillent. Et que chaque Africain se réveille. Parce que je vous assure d'une chose, vous ne connaissez pas la teneur du pouvoir qu'un seul Africain a. Je dis un seul, rien que par sa mélanine, la couleur de sa peau. Vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur. On se simplifie beaucoup. On a toujours en nous les séquelles de l'esclavage, de la domination. On est très souvent dominé. Alors que nous, là, moi je le dis, je le répète, nous sommes des dieux, nous sommes Dieu. On doit faire attention. Réveillons-nous et faisons la part des choses. Sinon, on va se retrouver dans des situations comme c'est même déjà en train d'arriver, comme chez les autres, en Europe et tout et consorts. Parce qu'on a une perte aggravée de culture, de notre culture qu'on traite de sorcellerie. Mais moi, je dis et je répète, la sorcellerie n'est pas mauvaise. Je préfère être sorcière. Oui. Je le dis ici, je ne me cache pas. Si c'est pour protéger mon sang, mes descendants, si c'est pour traiter, oui, je suis sorcière, je préfère qu'on m'appelle ici. Si c'est pour traiter, si c'est pour aller dans le monde spirituel, prendre des traitements, guérir, apporter de l'équilibre à ma vie, à mon sang, quand je parle de mon sang, mes descendants, mes ascendants également, parce qu'il faut libérer les ancêtres. On ne peut pas savoir ce que nos ancêtres ont subi, on n'est même pas digne de les juger, on n'a même pas le droit de les juger. Parce que ces gars ont vu des vertes et des pas mûres avec l'esclavage, je vous assure. Se jeter dans l'eau pour se faire manger par un requin n'est pas donné. Mais il y en avait parmi nos ancêtres qui avaient une autre vision de la vie, disaient que non. Au lieu d'aller être esclave chez quelqu'un, je préfère revenir. Ça, c'est une histoire nigériane, je reviendrai dessus. Je préfère revenir dans un meilleur monde. Je préfère garder ma culture. On ne peut pas imaginer combien de fois nos ancêtres ont été persécutés, ont été châtiés pour croire au Dieu d'une autre culture, ont été tués, Donc moi, ça, c'est des histoires qui, à la limite, me révoltent quand j'entends un Africain parfois parler mal de lui, parce que parler mal de sa culture, c'est parler mal de soi. Se maudit lui, maudit son sang, au lieu d'apprendre de sa culture. Vraiment, ça fait très mal, c'est très honteux. Donc j'attire ici l'attention par DMJ de se réveiller. Jamais personne ne fera pour nous ce qu'on doit faire pour nous-mêmes. Je le dis, je répète, jamais personne ne fera pour nous ce qu'on doit faire par nous-mêmes. DMJ, je préfère te laisser parce que là, il y a déjà d'autres bruits qui s'imprègnent à l'histoire. J'ai pas fini mon analyse, mais je m'arrête là et j'invite chacun à se réveiller et à vraiment se réveiller. C'est très important dans notre monde actuel. Merci, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Salut DMG. Salut la grande famille DMG. La team, les conteurs, les anciens. Bienvenue aux nouveaux. Merci pour toutes ces histoires, ces milliers d'histoires que nous avons. C'est une grande richesse.
Et ça fait plaisir de voir vraiment l'évolution de DMG. Que Dieu continue à nous préserver du mal et que les témoignages continuent encore pour que tout le monde puisse ouvrir les yeux, que la foi s'agrandisse et que la lumière soit. Aujourd'hui, je vais vous raconter un vécu. Le but, c'est vraiment de dire aux parents qui partent tout le temps, qui passent le temps chez des charlatans. Je n'ai pas dit des traitants, hein, et pas des vrais praticiens, mais vraiment des charlatans. De faire très attention, de ne pas y aller avec les enfants, de ne pas envoyer les enfants chercher un médicament, quoi que ce soit, même s'ils sont dans leur délire, qu'ils croient aux chèvres, aux canards, ça c'est leur problème à eux. Que ce soit une tante, que ce soit un voisin, qu'on n'envoie pas les enfants chercher les trucs chez n'importe quoi. Alors moi je me retrouve dans mes multiples déplacements, je me retrouve au bled. J'avais mes soucis à gérer, mes deuils à gérer. Et comme je suis né insomniaque, je passe mes nuits dans mes psaumes, quoi, mes psaumes de prière. Et c'est pour tout le monde, surtout pour les méchants, que Dieu touche leur cœur. Il faut prier pour les méchants. Parce que la méchanceté, c'est le mal. Le mal a dit, la maladie, c'est le mal qui a dit. Ça a dit quoi? Prions pour les méchants. S'il vous plaît, c'est très important. Donc, je me retrouve au bled. Et chaque fois, je vois les après-midi, bon, les gosses, ils partent se balader. Ils étaient 3. Comme ça, là. Mes gamins, comme je dis mes gamins, vous comprenez que, comme je vous l'ai dit, tous les gamins sont mes gamins. Donc, mon gamin et mes autres gamins, l'autre est à pied, l'autre est en trottinette et l'autre en vélo. Ils aimaient faire le tour du pâté du quartier. On croyait qu'ils étaient là. Bon, des fois, ils débordaient un peu. Ils ne savaient pas, on savait, on venait toujours te dire, on les a vus à tel niveau, oh, on les a vus à tel niveau. Les adolescents, c'est bon, on passe dessus, on fait semblant de ne pas savoir. Après, on me rapporte qu'ils partent à un endroit qui n'était pas du tout un endroit fait pour eux. Je reste tranquille. Un après-midi, je les vois. En rentrant tout en sueur, ils avaient bien pointé leur journée. J'ai dit, les gosses. Allez. Ils avaient un plastique et dans ce plastique, il y avait une bouteille. Ramenez-vous ici. Oui, la daronne. Hein? Ouvrez-moi le... Qu'est-ce qu'il y a dans le plastique? Ils ouvrent, c'était une bouteille en plastique et il y avait des médicaments dedans. Des médicaments traditionnels, quoi. Des écorces marinées, bizarres. Je leur demande à qui ça appartient. Il y a le plus aîné qui me dit que ça appartient à sa mère. Je dis, mais c'est pour soigner quoi? Il me dit qu'il ne sait pas. Il est juste allé chercher le médicament. Le médicament, tu es allé le chercher. C'est ta mère qui t'a envoyé? Oui. Chez qui? Chez une dame et tout. Et les autres qui interviennent, oui, la daronne, on hésitait à te dire, hein, parce qu'apparemment, elle est puissante, comme vraiment les problèmes, depuis des soucis, on voulait aussi te dire, parce que on ne sait jamais, hein. Ah bon? C'est vous qui me dites, on ne sait jamais, parce que vous avez vu des solutions là-bas. Oui, mais si la maman de, on va l'appeler John, si la maman de John va là-bas et tout, ça veut dire qu'elle est puissante et tout. D'ailleurs même, c'est elle qui suit aussi John, hein? Et en même temps aussi, c'est un peu la confiance parce que
elle travaille avec le chapelet, avec les prières, et puis elle a un esprit qui rentre souvent en elle, et l'esprit là, c'est l'esprit des ancêtres. L'esprit des ancêtres, c'est un vieil esprit. Ce sont ses ancêtres à elle? Non, ça s'appelle un Vamba. Non, Vamba, ça veut dire ancien, ancêtre. Mais l'ancêtre de qui? Alors, on ne sait pas, on sait juste que, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle le channel, ou je sais pas trop quoi, un esprit qui rentre en toi et qui passe au travers qui utilise ton corps pour pouvoir soit soigner, soit... Mais on va voir la suite. Donc, je lui ai dit, ah bon? Et toi, ta mère t'a amené là-bas, pourquoi? Oui, la dame avait dit que j'avais 99 démons. Quoi? Toi, John? Mais fiston, tu dis que tu as 99 démons depuis que je te vois là. Tu récites la Bible par cœur. Depuis le commencement était la parole et la parole était avec Dieu jusqu'au point final. Je ne sais pas combien de fois cet enfant a dû lire la Bible. Vous imaginez qu'on dit à un enfant, je pense à l'époque, il était comme il était le plus aîné de la bande, il devait avoir dans les 20 ans. 99 démons. Donc, la terre entière était là. Hein? Et ils sont venus, ils ont ciblé et tout. Le pire, c'est quoi? C'est que, comme c'était une grande dame, forcément, les gens sont toujours là. Oui, comme madame un tel va chez tel. Oui, comme madame un tel va là-bas, tout le monde y va. Dès qu'il y a un peu l'information, toutes les femmes surtout. Donc, moi j'ai dit au fiston, j'ai compris. Demain matin, c'est samedi. Il n'y a aucune raison. 6 heures tapantes. Tous les 3, vous allez être debout. Prêts. On va y aller. On ne va pas prendre le taxi. On va y aller comme vous avez l'habitude d'y aller. L'autre est à pied parce qu'il aime courir. L'autre est à vélo et l'autre est en trottinette. Je serai avec vous. Et je vais aller voir cette dame qui ose dire aux enfants qu'ils ont 99 démons. Je demande à mon fiston, et toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Elle m'a dit que elle ne pouvait pas me dire sans l'accord de ma mère. Ah! Au moins, elle te l'a dit. C'est déjà un point. Je demande au troisième, qui était un peu moyen au milieu, là, parce que le mien, c'était le plus jeune. Je demande au moyen, là, de 17 ans, et toi? Oui, elle m'a dit que je ferais rien dans la vie, soit j'entre dans l'armée, soit je deviens prêtre, parce que de toute façon, je ne pourrais pas toucher une femme et en fait, c'est moi qui serais la femme, quoi. J'ai dit quoi? Mais tu as déjà une petite copine, non? Oui. Mais pourquoi elle te dit ça? Est-ce que tu as quelque chose à voir dans l'autre côté? Bon, moi je suis dégagé, hein, donc les enfants peuvent me dire. Je dis que mais non, la daronne, moi je comprends pas pourquoi, mais elle me l'a dit. Ah, elle te l'a dit. Ça tombe bien. Elle va devoir me le dire. Je vous assure, la famille, comble de malheur. Ces jours-là, j'avais une visite d'une amie qui était dans des sérieux problèmes. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Et j'ai eu de ses nouvelles par hasard. J'ai cherché. Je suis allé dans la ville où elle était. Je suis allé la trouver dans un état pas possible. Mais vraiment dans un état pas possible. Je lui ai demandé de venir avec moi, qu'on passe un peu quelques jours dans la paix, la prière, qu'elle puisse un peu parler à quelqu'un qui n'était pas... Vous savez, il y a tellement de personnes, c'est quoi ton problème? Oui, j'ai quitté mon mariage. Est-ce que ton mari t'a mis dehors? Non. Et les enfants?
Ouais, ça fait des années, je n'y vais plus. On a dit qu'on m'a maudit, on a dit qu'on m'a attaché. Mais qui t'a dit ça? Ouais, les pasteurs dans les églises où je vais. Et depuis que tu y vas avec les prières, mais tu te retrouves en train de boire les whisky en sachet frelaté, kitoko. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Vraiment, ça fait mal au cœur. On dirait que l'Afrique ou le monde est sous hypnose et que le mal envahit la terre. Les gens ne sortent que des malédictions et des mauvaises nouvelles. C'est incroyable. Partagez quand même des bonnes nouvelles aux gens. Je me retrouve, tout le monde que je croise a une mine bizarre. Ah, mais ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je fais bon. C'est bon. Alors, le total, ça fait quoi? On se retrouve à 5. Les 3 gosses, la copine qui était une grande sœur et moi. 6 heures, pile poil, tapante, on était en route. Allez, je leur dis, ne nous regardez pas, avancez. Nous ne sommes pas ensemble, je suis derrière vous, on va y arriver. Je vais voir votre dame, la super puissante qui ose attribuer les orientations sexuelles des gens, qui ose attribuer les 99 démons aux enfants des autres et tout. Et qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de persuasion? C'est quand même énorme. Et en plus, mon gamin a posé les pieds là-bas. Ça, c'est une histoire personnelle. On va en découdre. Je vous dis que ce matin-là, je me suis habillé en treillis. Je me suis habillé en treillis. J'ai mis la ceinture qui allait avec. Parce que je savais que s'il fallait se rouler dans la poussière, si tu touches à mon enfant, tu m'as touché 1 million de fois. Et là, on va en découdre. J'arrive chez la dame. Les enfants étaient déjà arrivés, donc elle était OK. Elle ne savait pas que le vrai problème était derrière. J'étais en paix, hein. Très calme parce que je préparais sa dose. Mais vraiment, hein, je préparais sa dose. Peu importe qui entrait en elle, juste les salades que j'ai entendues, c'était suffisant pour que elle ait le salaire de sa connerie, quoi. Donc, il était à peu près dans les 7 heures, même pas 7h30, hein. Elle était là en train de piler les écorces, plein d'écorces pilées d'un côté, des enfants avec les têtes différentes dans la maison. Et puis elle était en train de piler les feuilles de manioc. Mais je ne vois pas les noix, je ne vois rien. Je me dis, mais ces traitements-là, elle fait boire ou elle fait puger les feuilles de manioc aux gens dans ces mixtures. Voilà comment les gens partent prendre des poisons lents. Et les personnes qui sont censées soi-disant soigner avec des herbes, en fait, vous vous retrouvez en train de boire des choses qui auront de l'impact dans X nombre d'années. Entre-temps, la personne joue au pompier pyromane, en fait. Alors, je vais voir la dame, je dis bonjour à la dame. Elle s'effraie, on se regarde dans les yeux. Je lui dis que ce sont mes enfants qui viennent là, les 3. Et qu'ils m'ont parlé d'elle. Il faut qu'elle m'explique qu'est-ce qu'elle fait exactement. Elle me dit, oui, j'ai un esprit qui vient souvent et c'est avec ça que je soigne les gens. Ah bon? Allons donc à la maison, appelle ton esprit. Non, elle a des heures, elle va venir là, elle arrive toujours aux environs de 9 heures. Quand le soleil est déjà bien sorti. Ah, on va attendre alors. Nous sommes les seuls. Vous êtes les premiers. Oui, il y aura plein de monde tout à l'heure. Hein. Vous êtes les premiers. Ok. Vers les coups de 9 heures, moi, elle est entrée chez elle. Déjà, j'ai demandé aux enfants, mais les garçons, elle est mariée? Non. Elle a le père de ses enfants, parce que tous ces enfants-là ne se ressemblent pas.
Ce sont ses neveux. Elle habite avec qui? Non, tous ces enfants-là, ce sont ses enfants à elle. Mais les Dalton, comme ça, là, qui en plus, ils se ressemblent pas. Non, non, il y a plusieurs pères. Je me dis que, bah, dis donc, pour une voyante, elle n'a pas vu venir les pères de ses enfants. Hein. Je vous assure qu'un monde fou est arrivé. Nous sommes entrés dans la maison. Les gens sont même entrés avant nous parce que moi, j'étais dehors, assise sur la poussière, en train de regarder ce cinéma. Cette dame, quand j'entre, les gens étaient déjà assis sur les canapés. Il n'y avait même pas la place à l'entrée de la porte. Elle a demandé qu'on me laisse entrer et tout. Elle savait. Elle savait que je savais qui elle était et tout le cinéma qu'elle faisait. Je me retrouve assise avec la copine, les 3 gosses, juste le canapé là devant elle. Elle s'assoit, elle sort une croix, elle sort un miroir, et elle sort un couteau. Et on se met à chantonner Maria gna gna gna, Maria gna gna gna, voilà, voilà, voilà. Elle fait des trucs comme si elle s'étirait. Elle rend gloire à Dieu. Elle prend la croix, le miroir et le couteau. Elle se met à faire des signes au-dessus du miroir comme ça et tout. Elle se met à faire des signes. Je suis là, je la regarde. Et il y a un monsieur qui était pressé. Oui, voilà, Vamba, moi je suis là parce que comme elle crie, elle demande au monsieur de se taire. Hein? Lui passe le temps à sortir avec les femmes mariées. Il croit sortir avec les femmes mariées et pourtant c'est lui qui est la femme la nuit. Hein? Parce que la femme mariée dont il veut lui parler, en fait c'est le mari de la femme qui vient pour lui faire des couches de nuit. Je me suis dit, bah dis donc, ça commence bien. Qu'il se taise, qu'il attende son tour parce qu'il y avait la dame là qui était là avant eux, avec ses enfants. Je vous assure, elle a commencé avec ma copine. Elle dit à ma copine, toi ça sert à rien de faire semblant de prier. Les prières ne peuvent rien pour toi, ton cas est désespéré. Parce que tes prières ne dépassent même pas le plafond. Elle lui dit. Qui fait ça? Tes prières ne dépassent même pas le plafond. Donc cesse de prier parce que tu es maudite. Je me suis dit, waouh! J'ai commencé à respirer. J'étais en train de me dire, calme-toi, attends jusqu'à la fin. Attends jusqu'à la fin. Donc, comme elle connaissait déjà les autres petits, je regarde la dame, ce qu'elle va dire sur mon enfant. Elle me sort une histoire pareille qu'elle a sortie à l'autre qu'il faut l'envoyer dans l'armée ou chez les prêtres. J'ai regardé cette femme. Finalement, elle tombe sur moi. Et elle me dit que moi, je n'ai rien à te dire. Toi-même, tu sais ce qu'il y a à savoir. Je ne dis rien. Et j'ai oublié de vous dire, à chaque fois qu'elle partait et qu'elle parlait, il y avait quelqu'un à côté qui traduisait, qui avait un stylo et le papier pour écrire les prescriptions. Voilà, il faut acheter un seau, il faut ceci, il faut cela. En fait, c'est des choses que toi-même, tu ne peux pas aller acheter et que tu sois obligé de donner de l'argent, quoi, en fait. J'ai compris son petit manège. Sauf que le problème, c'est qu'elle a passé le temps à envoyer des malédictions à tout le monde. Parce qu'à moi, elle me dit que je sais et que la seule chose qu'il me faut, écoutez-moi très bien, il me faut une dent de tigre. Il me faut les moustaches de lion. Dès qu'elle a voulu continuer, je lui ai demandé, mais je suis déjà devenue Ra. Je ne sais pas si vous vous rappelez le dessin animé Ra. Je vais me mettre à porter les dents de tigre. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Elle a éclaté de rire.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement... Moi-même, j'ai éclaté de rire parce que c'était un cinéma qui était abominable. Tout ce que, en fait, la moitié... Je n'ai pas attendu la fin parce que la moitié des gens qui étaient là avaient les couches de nuit. Je me suis dit, mais cette dame a un problème en dessous de la ceinture. Tout ce qu'elle a dit aux gens, c'était les couches de nuit. Tout pour elle commençait par les couches de nuit et les démons. Les couches de nuit et les démons. Vous vous rendez compte? Je suis sorti de là, je me suis roulé dans la poussière. C'était la première et la dernière fois dans ma vie. Parce que j'ai tellement rigolé, je me suis dit, comment des parents peuvent être irresponsables à ce point? Commissionner des enfants chez des gens comme ça qui leur envoient des mauvais sorts. Parce qu'elle était méchante. En fait, c'est des gens qui sont comme des mentalistes. Ils entrent dans ton esprit. Ils te programment à ce que les malheurs t'arrivent. Tu deviens dépendant comme une drogue. Et à chaque fois que tu pars, tu prends un médicament, tu pars, ça fait semblant d'aller, après tu repars encore, ou elle t'annonce encore autre chose, après ça devient un cercle vicieux. Il fallait voir les larmes qui coulaient, les morts qui coulaient quand on était en train de rentrer. Je leur dis, fermez vos gueules, c'est des conneries, c'est des salades. Si tu crois à ça, ça va t'arriver. Arrêtez de croire à ça. Arrêtez de croire à ça. Arrêtez de croire à ça. C'est le bon Dieu qui décide. Il n'y a que la prière et tout. Et tout ce que vous a raconté, c'est du n'importe quoi. Les deux qui ont cru à ça, à savoir les 99 démons, mon gamin qui avait 99 démons, ma copine, que ses prières n'arrivaient pas jusqu'au ciel, aujourd'hui ils sont décédés et ils ont eu des morts violentes. Je vous parle de ça, bon, il y a prescription. Ça fait déjà près de 12 ans aujourd'hui. Et je me suis dit, c'était une jetteuse de sorts en fait. Elle jetait les sorts aux gens, dont les gens partaient, s'alignaient pour aller chercher des solutions et ils ressortaient avec plus de malédictions qu'autre chose. Je ne sais pas pourquoi cette dame a envoyé son enfant là-bas, parce que l'enfant a eu une mort très très violente, vraiment très violente. Je ne peux pas vous dire. Vraiment très violente. Alors je vous en conjure, de grâce, ne partez plus avec vos enfants chez des charlatans. Vous allez corrompre leur avenir. Vous allez corrompre leur esprit, leur mental. Parce que quand on peut dire à un enfant qu'il a 99 démons, quand on peut dire à une dame qui a des problèmes, qui a quitté son foyer, que ses prières ne servent à rien, ça ne dépasse pas le plafond. J'ai tout fait pour leur dire que c'était des salades. Et en plus, elle a arrêté de prier, elle est partie. Je n'ai plus eu des nouvelles, sauf les nouvelles de son décès 3 ans plus tard. Et dans des conditions aussi pas jolies, quoi. Donc je tenais à vous dire cette histoire, je ne veux pas m'être trop long, je sais que j'ai déjà dépassé le temps. Je vous remercie et continuons à soutenir la chaîne, likons vraiment, on a besoin de likes. Likons énormément parce que j'ai constaté que ce qui est important sur le méta, c'est pas ce que les gens partent liker, les gens likent des bêtises, hein. Mais vraiment, ça c'est très très important, cette émission DMG TV. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. N'oubliez surtout pas de partir suivre la chaîne DMG Productions. Les courts-métrages, c'est chaque lundi, 17h00. Chaque lundi, tous les lundis, 17h00, allez sur DMG Productions. Donc, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Moi, c'est NM. Avant de commencer, je vous prierai de vous abonner, de liker et de partager.
L'histoire que je vais vous raconter ce soir se déroule au Cameroun, plus précisément dans la région de l'Ouest Cameroun, Bafoussam. Quand j'étais plus petite, bon, il faut d'abord dire que mes parents n'avaient pas d'argent. Mes parents étaient vraiment des gens pauvres. Donc, moi, quand j'étais petite, on vivait juste à l'entrée de la ville, dans le sous-quartier. À l'entrée de la ville de Bafoussam, dans le sous-quartier, là on vivait. Donc, c'était un peu du style face me à face you. Vous voyez un peu du genre. Donc, parmi nos voisins, quoi, il y avait un monsieur qui se démarquait des autres. Lui, il avait un peu plus d'argent que tous les autres voisins. Bon. Et puis, il se racontait qu'il y avait toujours un serpent qui apparaissait dans sa cour. C'est un serpent que personne n'avait jamais réussi à tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois le serpent, au moment où tu veux le tuer, il n'est plus là, il disparaît. Ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé deux fois. Même ses propres enfants, tout le temps, ils voyaient ce serpent-là et ils racontaient ça comme ça. Au moment où on veut le tuer, il disparaît. Personne n'avait jamais compris. Donc, il savait donc un jour, il y a la maman, la voisine, quoi, je vais la nommer Marie. Il paraît donc qu'un jour, maman Marie, donc, elle était à la cuisine, elle préparait le coquille. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le coquille, c'est un mets traditionnel camerounais. Donc, elle préparait le coquille et puis elle a donc aperçu de la cuisine, elle a donc aperçu ce serpent-là. Donc, voilà, donc elle voit le serpent. Dans la maison, elle n'était pas seule. Maman Marie, elle était avec son fils. Elle appelle donc son fils. Elle dit à son fils, viens m'aider. Il y a le serpent là encore ici dans la cour. Il faut vraiment qu'on réussisse à le tuer aujourd'hui. Donc, le fils donc entend dans la panique de sa mère, les cris de sa mère. Il va donc, ce jour-là, il va donc chercher un objet donc pour éliminer le serpent qui tout le temps apparaît et disparaît. Donc, il arrive dans la cour avec l'objet qu'il allait chercher. Ce jour, il a réussi à tuer le serpent. Donc, la maman, elle était tellement contente. Elle dit, ouais, on va faire comment avec le serpent. Il faut qu'on brûle, il faut qu'on le jette, il faut qu'on fasse comment. Son fils propose donc, bon, moi je propose qu'on brûle. Donc, c'est donc comme ça qu'ils ont donc décidé de brûler le serpent à deux. Parce que selon ce qui avait été raconté, c'est qu'ils étaient en ce moment-là deux dans la maison. Donc, ils brûlent dans ce serpent. Donc, dès qu'ils finissent de brûler le serpent, voilà donc le monsieur qui était plus riche que les pauvres, quoi. Bon, le plus riche des pauvres, on va l'appeler comme ça. Donc là, voilà donc qui on ne sait pas d'où il vient. Il descend là, en courant, il dit, qui vous a demandé de tuer ce serpent-là? Qui vous a demandé de brûler le serpent-là? Vous venez de brûler le serpent. Où sont les cendres du serpent? Je veux voir les cendres du serpent. Laissez-moi voir les cendres du serpent. Donc, ta maman ne comprenait rien. Le fils ne comprend pas ce qui se passe. Donc, on le dirige donc vers les cendres du serpent. Il récolte dans les cendres du serpent-là et il s'en va avec. Donc, ce qui suit, c'est-à-dire ce que je vais raconter maintenant par la suite, c'est la maman même, maman Marie, qui va donc se mettre à raconter comme ça. Maman Marie, donc, quand à un moment qu'elle se sentait plus bien, va donc se mettre à relater en fait ce qui s'est donc passé, effectivement. Donc, de ce qui sort de ses dires, c'est que ça fait longtemps qu'elle ne partageait pas la même chambre avec son époux. Donc, le jour où ce monsieur est rentré chercher les cendres de ce serpent-là, il est allé dans la chambre de sa femme. Il a tout fait pour passer à l'acte avec sa femme ce soir-là. Il a tout fait. Si bien que, bon, elle a cédé. Donc, quand elle a cédé, donc comme ça, ils sont donc passés à l'acte. Voilà. Donc, quelque temps après, elle a donc commencé à sentir un malaise au niveau de ses entrejambes. Elle ne comprenait pas ce qui se passait tout le temps. Quand elle allait aux toilettes, elle sentait toujours qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle disait toujours, je vois, il y a quelque chose dans mon sexe. C'est un serpent, la tête d'un serpent qui sort. On l'a amené dans les hôpitaux, on l'a amené partout.
personne n'a jamais rien vu. Et à un moment, si bien qu'elle a commencé à délirer. Elle a commencé à délirer. Elle dit que non, qu'il y a le serpent sur elle. Qu'il faut qu'on enlève le serpent sur elle. Personne. On l'a amenée chez les gens, on n'a jamais pu. On l'a amenée partout. On n'a jamais pu la soigner. Si bien qu'à un moment, elle était même devenue comme une folle. On l'attachait avec les chaînes comme ça là. Maman Marie, on l'attachait comme ça avec les chaînes. Parce qu'elle disait que ça ne va pas. Elle se comportait totalement comme une folle, quoi. Donc, finalement, quelques temps après, ça a fait quelques années après, cette dame-là, elle est décédée. Maman Marie, elle est décédée dans la souffrance. Donc, cette histoire m'avait vraiment beaucoup marqué, quoi. Cette histoire m'avait vraiment beaucoup marqué. Et bon, à chacun de vous de sortir dans sa leçon de cette histoire, quoi. Donc, voilà l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop longue. Ciao à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis. La chaîne, c'est DMG Productions. Bonsoir DMG. Bonsoir à tous les amis. Bon, pour ma seconde histoire, je vais pas être longue. C'est l'histoire que ma tante, bon, pas que ma tante, l'amie à une de mes tantes a vécu. C'est qu'elle dit que ils étaient partis dans une boîte de nuit à Douala, qui n'est pas très loin d'un cimetière. Du coup, elle dit que elle avait suivi dans les rumeurs que si tu pars en boîte de nuit avec les grosses aiguilles à coudre là et que tu veux vraiment voir qui est vraiment qui a dans la boîte de nuit, il suffit juste de regarder à travers le gros de ça et tu vas voir qui est vraiment qui est vraiment humain, qui n'est pas vraiment humain. C'est donc comme ça que son ami aussi connaissait ça. Il rencontre une belle fille en boîte de nuit. Il commence à danser, il commence à prendre du bon temps, danser, boire, et puis le monsieur flash sur la... Le monsieur commence à flasher sur la fille, quoi. C'est donc comme ça que il dit que bon, je fais un peu voir si l'affaire qu'on dit souvent si est vraie. Il dit que il a pris l'aiguille. Là, il est d'abord parti s'asseoir. Il a pris l'aiguille. Il regardait. Il dit qu'il voyait de toutes les formes. Et les gens à moitié humains, à moitié chevalot. Et les gens qui avaient les têtes mais n'avaient pas les corps. Et en fait, il disait qu'il voyait en fait de toutes les formes, humains ou pas humains, il voyait. Mais quand il veut regarder la fille disparaît, il ne la voit plus. Après, quelques temps après, la fille revient demander que tu étais. Il dit que non, je sais pas, tu me mets à l'aise et tout, machin truc. Il dit ok. C'est donc comme ça que là, il se faisait déjà tard et lui il voulait rentrer. Je dis que bon, moi je vais rentrer. Je ne sais pas si toi tu es encore là pour longtemps, moi je vais rentrer, me reposer. Comme ça, la fille lui propose que bon, si tu es prêt, on part passer la nuit chez moi et puis bon, tu vas en profiter quoi. Il a dit que en tant qu'un homme normal, il ne pouvait pas refuser l'offre. Il dit qu'ils sont partis chez la fille. C'est-à-dire que la chambre de la fille était climatisée, propre, bien décorée. Le parfum de ça t'amenait seulement loin au 7e ciel. Tu pensais que tu étais... Ouais. Regarde que l'odeur qui était dans la chambre de la fille là, non. C'était
un parfum vraiment que lui-même n'a jamais senti sur la terre. Ça sentait bon. C'est-à-dire que quand tu montes sur le lit, tu as l'impression que le lit, c'est comme si tu étais sur les nuages, le lit est moelleux, le lit est que... Il pensait qu'il était au ciel. Donc en fait, tout était en fait comme dans un rêve tellement beau, propre, tout climatisé. Les gars ont dormi. Le matin, les gars se réveillent où? Au cimetière. Il dit que je fais quoi là? Il ne sait pas où c'est qu'il fait là. C'est comme ça que le gars se lève, tout tendu avec la peur et tout, il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, le gars, on a que, hey, un peu, il voit la fille, un peu, il voit les apparitions de la fille. Il ne peut rien faire, il voit la fille, et que. C'est donc comme ça que c'était un Nanga. On a seulement appelé un Nanga. Que venez chercher pour que votre enfant il délire là parce que un peu il voyait la fille partout, peu importe ce qu'il faisait, il voyait la fille. Quand on est parti avec lui faire les remèdes, on se m'a dit que la fille avait pris possession en fait de son corps, elle voulait déjà partir avec lui et tout. Après bon, je pense que on l'avait guéri et puis bon, c'était passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les vidéos d'aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui. Laissez un like si vous avez des histoires aussi à raconter et vous n'aimerez pas qu'on reconnaisse vos voix. Signalez sur WhatsApp, on va modifier la voix. Et voilà, donc commentez, likez, partagez, envoyez vos histoires. Numéro à l'écran, c'est de plus 237 655 81 90 17 et nous allons jouer ici. Ciao.